Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour le chapitre 3 de cette année, de ce semestre, sur les généralités, sur les fonctions, et on va notamment parler de continuité et de dérivabilité. Alors, je vous le dis tout de suite, cette première vidéo, elle va vous paraître sans doute un peu lourde, parce que ça va être beaucoup de vocabulaire, beaucoup de langage, donc c'est pas forcément très agréable une vidéo avec beaucoup de vocabulaire, beaucoup de langage, mais il faut y passer par là pour être sûr que vous comprenez bien quand j'emploie les termes que j'ai employés en parlant de fonctions. Donc cette vidéo va pas être très agréable, je m'en excuse, pas forcément super intéressante ou captivante à suivre, mais bon, des fois il faut passer par là. Donc on va mettre en place les définitions, les vocabulaires, le vocabulaire, tout ce qu'il nous faut pour ce chapitre se passe bien après pour vous dans la suite. Donc commençons par quelques généralités, du coup, commençons par les premières définitions et les premières propriétés. Première définition, déjà, qu'est-ce qu'une fonction? On considère D un sous-ensemble non vide de R, une fonction réelle, donc définition R, est ce qu'on appelle une application de D sur R. Autrement dit, à chaque élément X de mon ensemble D, je vais associer un réel Y qui va être égal à f de X. On note aussi donc f de point de D dans R qui a X associé, donc cette flèche ici signifie associe f de X. L'ensemble de D est alors appelé ensemble de définition de la fonction f. Donc l'ensemble de définition, c'est là où est définie votre fonction, là où elle existe si vous voulez. Donc il est courant de noter D indice f l'ensemble des définitions d'une fonction f, c'est une notation qu'on va utiliser en général. Et lorsque l'ensemble des définitions d'une fonction n'est pas précisé, ça peut arriver des fois qu'on va un petit peu vite. Ce qui est sous-entendu, c'est qu'on va considérer la fonction partout où elle existe. Donc on va prendre pour domaine l'ensemble de tous les réels x tels que f de x existe. Premier exemple du coup, si je vous dis qu'on considère la fonction f de x égale 2 sur x moins 3 sans plus de précision, sur l'ensemble de définitions, regardons, ici j'ai un quotient. Vous savez tous que quand on est sur R, on n'a pas le droit de diviser par 0, et donc cette fonction est définie partout, sauf là où le quotient, là où le dénominateur est égal à 0, autrement dit, partout, sauf quand x est égal à 3, vu qu'ici le dénominateur s'annule en 3. On note alors que l'ensemble des définitions de f, c'est R privé 2, donc cette barre signifie privé 2, ici le nombre 3. Autre exemple, alors celui-ci, comme c'est un peu moins direct, je vous ferai une petite vidéo, donc ça s'appellera exemple 1, pour vous montrer comment on trouve l'ensemble des définitions de cette fonction ici. Je n'en dis pas plus, vous verrez la vidéo exemple 1. Maintenant, autre notion de définition, les notions de parité et de périodicité. On considère une partie D de R, donc, qui va être l'ensemble des définitions de la fonction f que je vais considérer. On va dire que l'ensemble de D est centré en 0 si, pour tout x, alors ce symbole, vous ne connaissez peut-être pas encore d'ailleurs, il veut dire quel que soit x ou pour tout x. Donc pour tout x dans mon domaine D, moins x est également dans mon domaine D. Donc centré, on peut voir une histoire de symétrie. Donc si x est dans D, moins x est également dans D. Par exemple, l'intervalle moins 1, 1 est centré. Une fonction qui est définie sur un domaine centré en 0 est dite paire si, pour tout x dans mon domaine, f de moins x vaut f de x. Et va être impair si pour tout x dans mon domaine, f de moins x égale moins f de x. Alors graphiquement, comment ça se représente? Si vous tracez votre fonction dans un repère orthonormal, je vais être plus précis, si vous tracez la courbe représentative de votre fonction dans un repère orthonormal, alors cette courbe va être symétrique par rapport à l'axe des ordonnées pour une fonction paire, et elle va être symétrique par rapport à l'origine du repère, c'est-à-dire O, pour une fonction impaire. Donc pour les fonctions paires, j'ai une symétrie axiale par rapport à l'axe des ordonnées. Pour les fonctions impaires, j'ai une symétrie centrale par rapport à l'origine du repère qu'on note ici grand O. Donc, grâce à ces astuces, quand j'ai face à moi une fonction paire et une fonction impaire et que je souhaite l'étudier, je peux me restreindre à l'étudier sur l'ensemble des inter 0 plus l'infini, c'est-à-dire je peux m'occuper que de la partie positive de mon domaine, et par parité, je saurai également tout ce qui se passe dans la partie négative de mon domaine. Un exemple, la fonction x associe x au carré est paire, et la fonction x associe x au cube est une fonction impaire, et ça, je vous montrerai un petit peu rapidement ça dans une vidéo qui s'appellera exemple 2. Autre définition, on va considérer une fonction définie sur un domaine D, et on va dire qu'elle est périodique s'il existe un réel non nul, je vais appeler P dans un premier temps, tel que. Alors premièrement, si je prends x dans mon domaine, x plus p reste dans mon domaine, autrement dit, je ne sors pas de mon domaine quand j'ajoute p. Et deuxièmement, pour tout point dans mon domaine, si je calcule f de x plus p, c'est la même chose que f de x. Ça signifie qu'en fait, j'ai des phénomènes de répétition pour ma fonction. Le plus petit réel positif t qui vérifie ces deux conditions est appelé la période de la fonction f. Donc en général, la période, on l'appellera ici grand T.
On dira aussi que la fonction f est t périodique, donc soit on peut dire que f a une période petit t, ou est périodique de période petit t, ou que f est t périodique. Graphiquement, ça correspond à quoi? Si je me place dans un repère OIJ, la courbe représentative de ma fonction t périodique va être stable par translation de vecteur ti. Une façon plus claire, un peu moins rigoureuse de le dire, mais plus claire, si vous tracez votre fonction sur un segment 0 grand T, pour avoir le reste, il faudra faire un copier-coller de ce tracé sur 0 grand T, vous faire copier-coller dans les intervalles suivants de longueur grand T, et ça vous donnera la courbe représentative de votre fonction sur les autres intervalles. Du coup, comme pour les fonctions paires ou impaires, on peut là aussi, quand on a une fonction t périodique, au lieu de l'étudier sur R tout entier ou sur son ensemble de définitions tout entier, il suffit de l'étudier sur n'importe quel intervalle de longueur grand T. Alors des exemples classiques de fonctions périodiques que vous connaissez, ce sont les fonctions trigonométriques. Donc on définit les fonctions trigonométriques, la fonction cos définie sur R à valeur dans moins 1 par x associé cos de x, et la fonction sinus définie sur R valeur dans moins 1 par la fonction sinus x. Alors attention à ne pas confondre, des fois vous confondez et vous dites que cosinus est défini sur moins 1. Non, cosinus est défini sur R, mais il a valeur dans moins 1. Ça signifie quoi qu'il a valeur dans moins 1? C'est le cosinus de n'importe quel nombre est compris entre moins 1 et 1, et vous avez exactement la même chose ici pour le sinus. Donc la fonction cosinus, enfin les fonctions cosinus et sinus, ou d'ailleurs j'ai une faute d'orthographe, il faut en créer un S ici, les fonctions cosinus et sinus sont toutes les deux 2π périodiques. Comment on l'a ça? En fait on l'a déjà vu dans le chapitre précédent, enfin le chapitre 1 plutôt sur les rappels, quand on a fait un petit rappel sur la trigonométrie, en fait quand vous êtes sur le cercle trigonométrique, si vous faites un tour complet, vous revenez au même point, ce qui fait que votre cosinus et votre sinus est inchangé. Et faire un tour complet, c'est ajouter 2π. Et c'est pour ça que les fonctions cosinus et sinus sont 2π périodiques. On peut en dire un peu plus. La fonction cosinus est une fonction qui est paire, et la fonction sinus est une fonction qui est impaire. Alors là, c'est un exemple, mais malgré que ce soit un exemple, vous pouvez voir ça comme une proposition. Retenez ça par cœur, c'est super important de connaître tout ça. Donc ce qui est dans cet exemple, je vous en conseille de bien le connaître et de bien le retenir. Et les courbes représentatives des fonctions cosinus et sinus, vous sont données ici. Donc vous avez en bleu la courbe de cosinus, donc vous voyez qu'en 0, elle a bien son maximum qui est en 1, et qu'après, donc vous avez un phénomène de périodicité, c'est-à-dire que si vous prenez ce qui se passe entre cette crête et cette crête, et que vous le copiez et que vous le collez là, vous avez exactement le même phénomène ici entre cette crête et cette crête. Pareil pour le sinus, lui en 0, il vaut 0, donc ça correspond à cette courbe-là, et si vous regardez bien graphiquement, vous voyez qu'en fait un cosinus et un sinus, c'est la même chose à un décalage près. Alors on va utiliser ça dans l'exemple suivant. Cet exemple-là, il va vous être utile dans d'autres matières, notamment en électricité. Et du coup, pour être un peu complémentaire de votre cours d'électricité, j'ai décidé de vous démontrer un peu certaines choses sur les cosinus et les sinus, notamment ce qui est dans cet exemple-là. Donc on considère un signal, donc j'ai utilisé le mot que vous utilisez en physique. Donc nous en maths, on utilise le mot fonction. En physique, on utilise le mot signal. Donc un signal, c'est pareil qu'une fonction. Alors continu, pour moi, j'en parle pas, j'en parlerai plus tard, mais disons pour moi un signal continu de période grand T, donc, et on va considérer qu'il va être donné par la fonction petit f définie sur R par l'expression suivante. Donc petit f de t vaut petit a fois cosinus oméga t plus petit b fois sinus oméga t, où a, b et oméga sont des constantes réelles. Petit point de vocabulaire, oméga est appelé la pulsation, et on a oméga qui vaut 2π sur t. Vous avez un lien entre cette pulsation oméga et la période grand T de votre fonction, donc le lien, c'est la formule qui est ici. Et on fera un exemple que j'appellerai exemple 3, où je vous demanderai, enfin, pas je vous demanderai, mais on va le faire, on va voir qu'en fait, une fonction, on peut l'écrire sous la forme d'une, voilà, on appelle ça une sinusoïde, mais un cosinus, d'un grand A fois cosinus oméga t plus phi. Alors attention, pour les redoublants, l'an dernier, j'avais fait le même exemple avec sinus, donc l'an dernier, on avait fait avec des sinus, mais après avoir parlé avec votre professeur d'électricité, lui, en électricité, il utilise plutôt des cosinus, ce qui fait que pour être cohérent et surtout en rapport avec ce que vous allez faire dans votre cours d'électricité, cette année j'ai mis les cosinus plutôt que des sinus. Donc attention, les redoublants, ça va un peu changer la méthode. Donc soyez bien attentifs, si vous avez retenu comment ça fonctionnait l'an dernier, cette année ça va un peu changer parce que aussi on va travailler avec des cosinus et pas avec des sinus. Et donc, ce que dit ce résultat, c'est que quand vous avez comme ça une somme de cos et de sin, s'ils ont la même période, vous pouvez les regrouper en un seul cosinus. Et donc sur l'exemple, je vous montrerai comment on trouve les constantes de grand A et petit phi, vu qu'oméga est donné, il dépend de la période. Et grâce à ça, et là je ne vais pas le faire sur un exemple, mais sur une vidéo, mais ça va venir tout de suite, on va avoir étudié 3 courbes ici, on va voir, grâce à la représentation graphique,
comment les écrire sous la forme f de t égale grand A cosinus oméga t plus phi, c'est-à-dire comment graphiquement retrouver la valeur grand A ici, la valeur oméga ici, et la valeur phi ici. Donc regardons ça tout de suite. On va trouver les constantes de vraiment oméga, A, oméga et phi, je vous demande ici. Alors, comment ça va fonctionner? Donc commençons d'abord par la courbe bleue. Pour trouver la valeur de grand A comme amplitude, même si ce n'est pas vraiment le bon mot ici, parce que l'amplitude serait le max moins le min, mais ici, grand A, si vous voulez, c'est votre valeur maximale. Donc ici, pour la courbe bleue, la valeur maximale, je vois qu'elle est en 3. Donc je commence d'abord à trouver ce grand A qui vaut 3. Ensuite, pour trouver petit oméga, je vais d'abord chercher la période. Alors je vous conseille de noter au fur et à mesure ce que je vous dis ici, pour après le revenir, pour essayer de le réappliquer. Donc l'idée, c'est qu'après, vous soyez capable de faire la même chose pour les courbes suivantes. Donc je reprends, courbe bleue, et donc prenez votre stylo, notez au fur et à mesure. Pour la courbe bleue, pour la mettre sous la forme grand A cosinus oméga t plus phi, on commence par trouver grand A. Donc grand A, c'est la valeur maximale, c'est 3 ici. Ensuite, on va chercher oméga. Pour trouver oméga, on va chercher la période de cette courbe bleue. Alors pour trouver une période de ma courbe, ici le plus simple, c'est de regarder deux crêtes successives. Donc là, j'ai une crête ici, en ce point-là, en moins 3,14. J'ai une deuxième crête successive ici, en ce point-là, en plus 3,14. Alors si vous voyez bien, en fait, c'est moins pi et pi. Donc je vois qu'entre deux crêtes successives, j'ai un intervalle de 2pi, une longueur de 2pi. Ce qui fait que ici, vous avez la période t qui vaut 2pi. Si vous appliquez le lien entre oméga et t, c'est-à-dire que oméga vaut 2pi sur t, ça vous donne t qui vaut 2pi sur oméga, et donc ici, oméga égale 1 pour la courbe bleue. Et enfin, pour trouver phi, on peut appeler le déphasage, il faut retenir ce que je vous avais dit pour le cosinus, donc la fonction cosinus, en 0, vous avez sa valeur maximale. Donc vous vous placez en 0 qui est ici, et vous cherchez la valeur la plus proche de 0, telle que le cosinus atteigne sa valeur maximale. Donc là, si je regarde, on en parle à droite, la valeur la plus proche de 0, c'est celle-ci. Le cosinus, je l'obtient là. Donc je vois que j'ai un décalage de 3,14, c'est-à-dire 2pi. Et en fait, vous allez résoudre, donc je vous explique le principe pareil à l'oral, donc pensez bien à prendre un stylo et à noter ce que je vous dis là. La question que vous allez vous poser, c'est vous cherchez, si vous voulez, un phi tel que, ce que vous notez, c'est que votre oméga, c'est-à-dire ici 1, fois ce que vous avez trouvé ici, c'est-à-dire pi, plus le phi que vous cherchez, vaut 0. Pourquoi ça va valoir 0? Parce que normalement, c'est en 0 que votre cosinus passe par son maximum. Ici, vos décalages du oméga et du phi font que vous l'avez en pi et pas en 0. Et donc, en fait, vous résolvez, je vous le redis la formule, vous faites oméga t plus phi égale à 0 et vous remplacez t par la valeur où votre cosinus, ou votre courbe ici, qui va être un cosinus, atteint son maximum en étant le plus proche possible de 0. J'aurais aussi pu prendre celle-ci ici, c'était symétrique, et par périodicité, ça aurait donné la même chose. Donc ici, ça me donne 1 fois pi plus phi égale à 0, et donc phi égale moins pi. Donc si je regroupe tout ça, vous avez la solution ici. La courbe bleue, c'est la courbe représentative de la fonction 3 pour le A, cosinus de oméga qui vaut 1, donc 1 fois t, et votre phi vaut moins pi. On va faire pareil maintenant pour la courbe rouge et pour la courbe verte. Alors, ce que je vous invite à faire, si vous pensez avoir compris, faites pause dans la vidéo et essayez de trouver par vous-même pour la courbe rouge comment ça fonctionne. Je suppose que vous avez déjà fait pause, vous avez essayé. Si vous n'avez pas compris, continuez à écouter pour voir comment ça fonctionne avec la courbe rouge. Sinon, essayez de le faire par vous-même. Donc la courbe rouge, on commence par trouver grand A. Grand A, ça correspond à la valeur maximale. Ici, la valeur maximale, c'est 2. Donc ici, j'ai mon grand A qui vaut 2. Pour trouver oméga, il faut d'abord que je trouve la période. Donc pour trouver la période, je cherche deux crêtes successives. Alors ici, si je regarde entre deux crêtes successives, ça va de là à ici. Et donc, ça correspond, si on regarde bien ici, à la longueur d'un carreau. Un carreau, ça fait une longueur de 1,57, c'est-à-dire de pi sur 2. Du coup, ici, je trouve que mon oméga vaut pi sur 2. Et si j'utilise le fait que oméga, que t, c'est 2pi, pardon, je reprends, c'est pas oméga qui vaut pi sur 2. Mon t vaut pi sur 2, ma période vaut pi sur 2. Et si je reprends le fait que oméga vaut 2pi sur t, je trouve ici que oméga est égal à 4. Une fois qu'on a oméga, on va chercher le phi. Donc comme tout à l'heure, je résous oméga t plus phi égale à 0, où oméga c'est ce que je viens de chercher, ce que je viens de trouver. Phi, ça va être la valeur, donc je me place à côté de 0, et ça va être la valeur la plus proche de 0, où ma fonction atteint sa crête. Donc si je vois que c'est ici, alors ici j'ai pas fait des quadrillages plus précis pour qu'on arrive bien à lire les courbes, mais si vous regardez bien, ça tombe pile, ça a été fait exprès, ça correspond à un quart de votre carré. Comme un carré, ça fait pi sur 2, quand vous prenez ici un quart de votre carré, vous obtenez ici une valeur de pi sur 8. Donc cette crête, elle correspond à une valeur de pi sur 8. Et donc ça vous donne oméga fois pi sur 8 plus phi égale à 0, avec oméga qui vaut 4. Encore une fois, je vous conseille de noter tout ça. Donc ça donne 4 fois pi sur 8 plus phi égale à 0, donc phi égale moins pi sur 2. Et donc au final, on a trouvé que la courbe bleue, on avait A qui vaut 2, oméga qui vaut 4, et le déphasage phi qui vaut moins pi sur 2.
Et enfin, on va pareil avec la courbe verte, donc pareil, je vais faire pause pour essayer de trouver la courbe verte, et à revenir ensuite pour, maintenant qu'on le fasse ensemble, donc pour la courbe verte, ici, on voit que le maximum pour le A, donc il correspond à la moitié d'un carreau, c'est-à-dire à 1,5. On voit que si je fais deux crêtes successives, ici, ça correspond à une longueur entre 0 et 3,14, donc une longueur de pi. Donc ça veut dire que ma période t, grand T, vaut pi. Et donc vu que la période grand T vaut pi, ça veut dire que oméga, qui vaut 2pi sur T, ici, oméga, il vaut 2. Et une fois qu'on a ça, il ne nous reste plus qu'à trouver le déphasage phi, mais ici ça va être assez simple parce que si je me place en 0, en fait je suis directement à mon maximal, donc à mon maximum. Ça veut dire que du coup, quand je remplace, ça va me donner directement phi égale 0, donc ça correspond directement à la valeur maximale. Et donc, ici, j'obtiens que la courbe verte, elle a pour représentation graphique 1,5 fois cosinus de t. Donc A vaut 1,5, oméga vaut 2 et phi vaut 0, je n'avais pas de déphasage ici. Petite remarque, alors c'est pas très propre, les moins 6,28, moins 3,14, j'en préfère mettre des pi sur 2. Pour votre culture personnelle, j'utilise un logiciel qui s'appelle LaTeX pour faire toutes ces présentations. C'est du Beamer, ça s'appelle du Beamer, ce que je vous fais ici. Et j'avoue que j'ai réussi à tracer les graphiques avec LaTeX, mais je ne suis pas assez doué pour réussir à mettre ici des pi sur 2, des pi, des choses comme ça. Et du coup, bon, je me suis contenté de vous mettre les valeurs qui sont là. C'était pas le but ici, c'était vraiment de vous montrer comment on trouve les constantes A, oméga et phi. Donc ça termine ici cet exemple. Alors ensuite, on va parler de monotonie de fonction. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On considère un intervalle i de R et une fonction f définie sur i. Donc là, je vais considérer que ma fonction est définie sur un intervalle. L'intervalle, ça veut dire que je ne vais pas avoir de coupure dans mon ensemble de définition. C'est ça un intervalle. La fonction f est croissante si, pour tout xy dans i carré, là ça veut dire quoi dans i carré? Ça veut dire que x est dans i et y est dans i. Donc je prends deux points quelconques dans mon intervalle i. Si x est plus petit que y, alors f de x sera inférieur ou égal à f de y. Et strictement croissante, c'est la même chose avec f de x strictement plus petit que f de y. De façon équivalente, une fonction est strictement décroissante si ce coup-ci, pour n'importe quel couple xy dans i, si x est plus petit que y, f de x est supérieur ou égal à f de y. Ça va être strictement décroissant si f de x est strictement supérieur à f de y. Et là, c'était supérieur ou égal. La courbe f est constante si, à chaque fois, f de x vaut f de y, peu importe où je me place sur mon intervalle, peu importe les deux points que je prends de mon intervalle i. On dit que f est monotone si elle est croissante ou décroissante ou constante. C'est pour ça qu'on parle de monotonie d'une fonction. Alors, je ne vous en dis pas beaucoup plus pour le moment, je vous donne des petits exemples, mais juste parce que pour étudier la monotonie d'une fonction, le plus pratique c'est de le faire avec ce qu'on appelle les dérivés, et pour le moment, on n'en est pas encore dérivé dans ce chapitre. Ça va arriver plus tard, mais comme ça n'arrive pas encore, je n'en dis pas beaucoup plus. À part juste des exemples assez classiques. Si vous regardez graphiquement la fonction x au cube, j'espère que vous la visualisez bien, sinon n'hésitez pas à vous la tracer avec votre calculatrice par exemple. Cette fonction x au cube, elle est croissante sur R. La fonction moins x plus 1, représentation graphique de ce genre de choses, c'est une droite. C'est une droite qui est décroissante parce que si le coefficient directeur est négatif. Et donc la représentation graphique, la fonction g ici est décroissante. Et enfin, si on prend la fonction qui vaut x au carré, alors en fait, ça, si vous vous souvenez bien, graphiquement, c'est une parabole, on peut voir ça comme un U, et donc elle va être décroissante entre moins l'infini et 0, et elle va être croissante entre 0 et plus l'infini. La notion de suprémum et d'extrémum, on va voir ça tout de suite. La fonction f est majorée, enfin j'aurais pu mettre de majorant d'ailleurs, donc suprémum et extrémum, ça revient au même. La fonction f est majorée, donc fonction f est majorée, s'il existe un réel grand M tel que, pour tout x dans mon ensemble de définition, f de x est inférieur ou égal à grand M. Elle va être minorée, et je vais prendre ce coup-ci petit m, si f de x est supérieur ou égal à petit m. Le réel grand M est appelé un majorant, et le réel petit m est appelé un minorant de la fonction petit m. Alors une fonction bornée, haute définition, c'est une fonction qui est à la fois majorée et minorée. Une façon de voir ça, c'est que je peux trouver une constante k, qu'on note en général k strictement positive, telle que pour tout x dans mon domaine de définition, la valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à k. Donc, je vous l'ai dit, c'est beaucoup de définitions, donc on continue dans ce beaucoup de définitions. Normalement, ça c'est intuitif, une définition de majorée et de minorée, donc ça correspond à, je pense, au point de vue intuitif que vous pouvez avoir de ces mots-là. Alors on va considérer ici un élément x0 dans D, donc je l'appelle x0 juste pour le différencier, pas l'appeler petit x. On va dire que la fonction f admet un maximum global en x0 si, pour tout x dans mon domaine de définition,
f de x est inférieur ou égal à f de x0. Et ça va être un minimum si ça va être supérieur ou égal à f de x0. C'est quoi la différence avec majorant et minorant? C'est que là, ce coup-ci, quand j'avais un majorant grand M ou un minorant petit m, je disais que ma fonction était inférieure à ce petit m, mais je ne savais pas si elle atteignait un jour ou pas. Là, quand j'ai un maximum, c'est que ma fonction, elle atteint cette valeur maximale au point x0, et donc ce maximum vaut f de x0. Et pareil pour le minimum. On peut avoir des notions aussi de maximum ou de minimum local. Si je peux trouver un intervalle i0 centré en x0, tel que quand je me place sur cet intervalle, autrement dit quand je suis proche de ce x0, f de x va être plus petit que f de x0 pour un maximum local, ou plus grand que f de x0 pour un minimum local. Donc global, c'est quand c'est partout. Local, c'est quand c'est localisé autour de mon point x0. Je vous expliquerai ça par des graphiques, ce sera plus facile de voir graphiquement, ce sera plus visuel, et on verra ça en TD pour le coup. Donc exemple, on a vu un peu tout à l'heure, les fonctions cosinus et sinus sont majorées par, si vous vous souvenez bien, on a dit que le cosinus et le sinus étaient toujours compris entre moins 1 et 1, donc c'est majoré par 1 et c'est minoré par moins 1. Et plus précisément, on peut dire que 1 est un maximum global parce que la valeur 1 elle est atteinte et que je ne vais jamais la dépasser. Donc c'est un maximum parce qu'elle est atteinte, c'est global parce que je ne vais jamais dépasser, peu importe où je me place. Et moins 1 est un minimum global, donc un minimum parce que c'est atteint, et global parce que je ne vais jamais être en dessous, peu importe là où je me place quand j'étudie ma fonction. Dernier point au niveau des généralités et des définitions sur les fonctions réelles, ça va être au niveau des compositions de fonctions. Alors qu'est-ce que c'est que ça, la composition de fonctions? Je considère f et g deux fonctions de domaines de définition respectifs, d indice f et d indice g. On suppose que quand je calcule f, que si je prends l'image du domaine de définition de f par f, que cette image est inclue dans le domaine de définition de g. On définit alors la composée de f par g, notée g rond f, par g rond f, c'est défini sur l'ensemble des définitions de f à valeur dans R, et ce que je fais quand je fais g rond f de x, je fais d'abord f de x, puis j'applique g à la valeur f de x. Alors ces définitions comme ça, elles paraissent horribles, mais c'est la façon propre de le définir. Sur des exemples, c'est pas si méchant que ça. Regardons cet exemple, on va le faire à l'oral. Je considère les fonctions f et g définies sur R par, alors pour f, je considère la fonction carré, et pour g, la fonction cosinus x. Alors comme les deux sont définis sur R, les fonctions g rond f et f rond g sont alors également définies sur R, et on a les choses suivantes. Donc g rond f de x, ça vaut cos de x au carré, c'est-à-dire j'ai fait d'abord f de x, du coup j'ai d'abord fait x au carré, puis j'applique g à cette chose-là, du coup je fais cos de x au carré. F rond g de x, et je fais d'abord g de x, donc je fais d'abord mon cosinus x, et ensuite j'applique f, du coup, ce cosinus x, je le mets au carré. D'accord? C'est ça les notions de composé de fonction. Alors vous, cette définition ici avec la notation rond, quand on fait des maths poussées, c'est très utile. Pour vous, ça le sera un peu moins, mais je voulais quand même introduire cette définition, ça me permettra dans la suite du cours de pouvoir vous définir des choses de façon plus facile, notamment des formules sur les dérivés de fonctions composées. Mais j'essaierai de vous le faire sortir avec les mains en TD ou sur certaines vidéos d'amphi pour que vous voyez ce que c'est. Donc, ne soyez pas effrayés, c'est pas si méchant que ça les composés de fonctions, malgré que je pense que la première fois ça puisse paraître horrible de voir toutes ces définitions qui sont ici. Et je vous les réexpliquerai, je vous les traduirai, on va dire, sur des exemples. Ce sera plus facile pour vous de comprendre sur des exemples plus tard. Alors on va passer maintenant à la deuxième partie sur les limites. On va faire juste le début, ça clôturera cette première partie de cours. Donc on va voir d'abord les notions de limite en un point. Qu'est-ce que c'est, comment on définit ça? Alors, je considère L un réel. On dit que f admet une limite finie L en un point x0. Alors, intérieur à D, je vous dis ce que ça signifie. C'est une définition de mathématiques qui n'est pas du tout au programme. Je l'ai mis entre parenthèses pour avoir quelque chose de quand même de rigoureux et de complet. Grosso modo, intérieur à D, ça veut dire que ce point x0, si je me place un tout petit peu autour, je reste toujours dans mon domaine de définition D. C'est ça que ça signifie. Donc si vous voulez, quand on est sur un intervalle, ça veut dire que je ne suis pas au bord d'un intervalle. Donc je considère que f admet une limite finie en un point x0, qui n'est pas au bord d'un intervalle, on peut le traduire comme ça. Si. Alors, je vous le dis et après je vous le traduis. Pour tout epsilon positif, il existe un alpha strictement positif, tel que pour tout x dans mon domaine, tel que valeur absolue de x moins x0 soit plus petit que alpha, alors la valeur absolue de f de x moins L inférieure à epsilon. Qu'est-ce que ça signifie? Pour tout epsilon positif, c'est peu importe le petit écart, le petit seuil, plus petit seuil epsilon que je veux prendre. En maths, souvent, on va noter epsilon des choses qu'on considère comme très petites. Donc peu importe une valeur très petite epsilon que je choisis, je vais pouvoir trouver une valeur alpha telle que si x n'est pas trop éloigné de x0, c'est-à-dire si x n'est pas plus éloigné d'une certaine valeur alpha de x0, alors
f de x moins L est inférieur à ce epsilon et ce seuil que j'avais choisi. Donc ça correspond bien à la notion que f de x est aussi proche de L que je le souhaite si x est assez proche de x0. C'est ça la notion que j'ai là. C'est bien ça la notion intuitive de limite. On note alors que limite de f de x égale L quand x tend vers x0 ou f de x tend vers L quand x tend vers x0. Je vous rassure, cette définition qui est purement mathématique, vous n'aurez pas ni à la connaître, ni à l'appliquer. Je vous l'ai mise parce que je pense que vous ne l'avez peut-être jamais vue et je voulais qu'au moins une fois vous voyez la définition mathématique de limite. En pratique, moi je vais vous apprendre des outils, des astuces pour calculer des limites. Vous n'aurez pas à utiliser cette définition, je vous rassure. Mais malgré tout, je vous vais montrer à quoi ressemble une vraie définition mathématique dans ce cours de DUT Gym, même si, dans les faits, en DUT, vous n'allez pas faire des maths poussées, ce que vous voulez, c'est utiliser les maths dans d'autres matières. Donc c'est pour ça que vous n'allez pas connaître cette définition, je le répète une troisième ou quatrième fois pour vous rassurer. Alors un petit théorème qui est quand même bien bon de l'avoir dans votre tête, c'est que si la limite existe, elle est unique, il n'y en a qu'une. Vous ne pouvez pas avoir deux limites différentes en un même point pour une fonction. Donc la limite en un point, si elle existe, elle est forcément unique. Alors on peut aussi définir le fait qu'une fonction tend vers plus l'infini, toujours en un point x0. Alors la notion, je vous remets la formule mathématique, je vous la traduis après. Si je peux fixer un grand M aussi grand que je veux, c'est ça qu'on peut avoir dans la tête, il existe un seuil à l'alpha tel que si je prends un point dans mon domaine de définition qui est assez proche de x0, donc proche de niveau alpha, alors je peux toujours trouver un alpha tel que si je suis assez proche de x0, je dépasse le M que j'ai choisi ici. Donc ça c'est une notion de tendre vers plus l'infini, c'est peu importe la limite que je me fixe, je vais toujours la dépasser. C'est ça la notion de tendre vers plus l'infini. Là encore une fois, j'en dis pas beaucoup plus, vous n'avez pas connaître cette définition, je voulais vous montrer ce que c'est qu'une définition mathématique d'une limite en plus l'infini, mais moi je vais vous montrer des outils pratiques pour calculer des limites. Donc on note limite f de x quand x tend vers x0 égale plus l'infini, ou f de x tend vers, avec la flèche là, plus l'infini quand x tend vers x0. Et vous avez le même genre de définition en moins l'infini, je ne vous l'explique pas, je vous laisse la regarder tranquillement si ça vous intéresse, mais encore une fois, ça c'est plus, on va dire, de la culture générale, on ne va pas l'utiliser en pratique à notre niveau DUT. Et je m'arrête là pour cette première partie de cours sur les fonctions, donc ça vous fera pour cette première heure d'amphi, et vous aurez une deuxième partie, au moins une deuxième partie pour la suite de l'amphi.